Carlos Alcaraz dévore les mollets de Matteo Berrettini. Il affrontera Holger Rune dans le choc de la nouvelle génération. Djokovic au forceps et la folie de Eubanks. C'est le programme explosif de ton nouveau digest de Wimbledon. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une information qui me fait plaisir. C'est José Morgado qui nous la livre. Enfin, il suffit de regarder le tableau et on l'aurait trouvé tout seul. Mais un an après l'interdiction, 3 des 8 quarts de finalistes du simple messieurs à Wimbledon seront russes. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Une autre info d'importance, c'est cette balle qui est tombée dans le verre. Alors, c'est pas de la bière, je pense, hein, c'est du Pim's. Je vous demande votre avis. Est-ce que c'est de la bière ou du Pim's? En tout cas, c'était sur le match de Daniil qui s'est qualifié en 2 manches. Lehecka qui a abandonné. Et très rapidement, on va aller vraiment vite sur ce côté réseau parce qu'on a beaucoup de matchs à disséquer. Le temps de jeu sur un match de tennis typique, par exemple Medvedev et Lehecka. Et je voulais vous interroger justement là-dessus. Je voulais savoir quelles étaient vos habitudes quand vous regardez un match de tennis. Est-ce que vous avez l'écran de la télé avec le portable et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur d'autres sites d'information, ou vous regardez 2 trucs en même temps, ou est-ce que vous êtes vraiment à l'ancienne, en mode assidu du début à la fin, vous vous déconcentrez pas, vous restez pendant les changements de côté. Vous le voyez hein, sur le graphique, en vert c'est les temps entre les points, donc ça représente allez, 75% du temps passé à regarder du tennis, c'est quand même assez incroyable, c'est un temps où on attend. Les spectateurs attendent, les téléspectateurs aussi, c'est assez fou. Vous avez le temps de jeu en violet et en gris, bah, c'est les changements entre les sets ou les petites pauses entre les jeux. Allez, on bascule tout de suite sur le coin tactique. On va parler de 3 matchs en priorité aujourd'hui et on va commencer avec le match de Carlos Alcaraz qui vient de se terminer à l'instant. Donc on est sur du frais, on est sur de l'explosif et d'abord hein, dans un premier temps, donc un premier set remporté par Matteo Berrettini et le petit péché mignon de Carlitos, c'est le manque de conversion sur les balles de break. Ça c'est un péché mignon qu'il a depuis le début de sa carrière et là on va avoir 2 opportunités, un slice de Berrettini dans cette position et là c'est interdit pour Carlos Alcaraz. T'as le premier jeu du match et t'envoies une saucisse trop longue sur ton coup fort. Attendez, vous savez ce qu'on va faire, ça va être plus simple pour vous, on va baisser la caméra juste un tout petit peu comme ça, voilà, ce sera mieux pour vous, vous allez pouvoir voir le score en même temps. Donc on enchaîne sur la deuxième palette et on se retrouve donc dans cette situation, 3 grosses fautes directes de la part de Carlos Alcaraz. Ici un coup droit qui va sortir en largeur, il peut, voilà, sur certains coups, sur certains enchaînements, avoir une pluie de fautes dans son jeu. Ça, tu peux le récupérer sur terre battue, tu peux également le récupérer sur dur, mais contre un serveur comme Matteo Berrettini sur gazon, c'est beaucoup plus compliqué et ça faudra le surveiller hein, s'il avance et s'il affronte éventuellement Novak en finale. Et même si vous le savez le gazon a été ralenti depuis 25 ans maintenant et on a un rebond qui est plus haut désormais, on conserve certaines spécificités de cette surface et notamment quand vous affrontez des gros serveurs, dès que vous concédez un break, eh bien c'est fatal. Vous voyez hein, 2-1 ici, 0-40 dans cette position, Berrettini qui va saccager 3 gros coups droits, donc on est un peu dans un effet miroir par rapport à ce que je vous ai montré sur la palette précédente et aussi quelque chose que j'avais déjà identifié avec vous du côté de Carlos Alcaraz, il va suranticiper quand Berrettini a les yeux rivés sur la balle. À partir du moment où Carlos Alcaraz va faire la différence dans ce deuxième set, je trouve qu'il va montrer quelque chose qu'on voyait à l'époque chez Roger Federer, c'est-à-dire que quand les gars sont vent dans le dos, eh bien on va se libérer. On va déployer sa technicité. Ici, vous avez une volée assez exceptionnelle. Il va finir dans un deuxième temps ensuite ce point. Et l'autre point fondamental, c'est que Matteo Berrettini a montré assez tôt dans le match des signes de fatigue physique. Là, par exemple, il est sur un coup droit en bout de course. On ne fait pas l'effort au niveau des abdominaux, au niveau de la compacité physique pour essayer de renvoyer la balle. Il s'est débarrassé de la balle. Et quand tu vois ça, que t'es Carlos Alcaraz, tu comprends quelque chose. Il va falloir abuser d'un certain style de coup. Ça on en parle juste après. D'abord on se retrouve à 0-40 sur le troisième jeu de la troisième manche. Berrettini qui va réussir à revenir au contact. Matteo Clucchettini, vous le connaissez, dès qu'on a un souci, on sort 4 premières d'affilée. C'est assez monstrueux à ce niveau-là. Il n'a pas perdu son ADN clutch, qui nous rappelle d'ailleurs à certains égards ce que pouvait produire un Dominic Thiem par exemple. C'est des gars qui jouent leur meilleur tennis dos au mur. Mais revenons un instant donc à cette palette. 6e balle de break, il arrive à la convertir du côté de Carlos Alcaraz. Un smash en extension arrière, toujours très spectaculaire, le joueur espagnol. Mais aussi ce travers de ne pas convertir immédiatement
ses opportunités. Allez, hein, je vous ai promis qu'on allait détailler ce qui s'est passé précisément du côté de Carlos Alcaraz, comment il a exploité les failles physiques de Matteo Berrettini. Eh bien, c'est très simple, il a utilisé l'un de ses coups moteurs, son amorti. Alors ici, carrément, hein, le grand gabarit italien ne va pas y aller, un peu à la manière d'ailleurs de Stefano Tsitsipas en finale de Barcelone, on n'y va pas. Mais aussi dans cette position, bah, il n'a pas fait que ça, hein, il a envoyé des cartouches pour maintenir Berrettini sous pression, pour lui dire « Attention, il n'y a pas d'anticipation qui tienne, tu ne vas pas te coller à la ligne parce que à tout moment je t'envoie une pancarte. » Allez, c'est l'heure de bien se masser les tempes comme ça, bien... Ah, ça fait du bien, oh là là, ouf. Ah, c'est vrai que ça détend hein, après une longue journée, mais voilà, bah, ce qui s'est passé c'est que j'ai pété un câble encore devant Wimbledon. De partout, on décide de fermer le toit alors qu'on aurait pu le faire quelques jeux avant, on aurait pu le faire à la fin du 3e set, mais non, on attend. Alors pourquoi on attend? Bah je sais pas. Je sais pas, mais ça a duré 20 minutes, et puis bah, je sais pas, enfin, l'inertie des prises de décision dans ce tournoi, l'organisation, faut bien le comprendre, hein, depuis le début du tournoi, elle est complètement à côté de la plaque. On a mis un GPS sur la position de Guy Forget, on sait où il se situe en ce moment? Vous savez ou pas? Il est sur Paris ou il est sur Londres? Dernière palette du coup, alors on va reprendre sous le toit Carlos Alcaraz qui va réussir à faire la décision dans la thématique hein, que je vous ai déjà expliqué, Berrettini qui est un peu en affaissement physique et peut-être mental, hein. Il a produit un très gros effort, il y a pas mal d'émotions qui ont rejailli après son parcours, joli parcours à Wimbledon qui sort un peu de nulle part, et Carlitos de son côté bah, qui a fait parler la poudre, la densité physique, la compacité défensive, la grosse course avec un renvoi avec son revers, et il affrontera donc Holger Rune en quart de finale pour un choc de la Baby Jen sur lequel on se frise d'ores et déjà la moustache. Légère interruption momentanée du programme juste pour vous inciter à vous abonner à cette chaîne. Je sais, vous l'entendez en permanence sur YouTube, mais c'est hyper important hein, pour continuer la progression de la chaîne, pour obtenir des nouvelles opportunités également, pour continuer à grandir sur Service Volé. Vous pouvez également claquer un mini pouce sous cette vidéo. Il y a la vidéo d'hier aussi hein, qui a complètement floppé, si jamais vous avez du temps à perdre juste après le visionnage de cette vidéo. Et on retourne à nos entrefaites avec un écran noir. Non, Novak Djokovic. Il y a toute la technique qui est en train d'exploser, j'adore, c'est génial, mais c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Alors, la première palette, eh bien, c'est la vision d'horreur qu'a eu Novak Djokovic pendant des heures sur ces 2 jours. Hubert Hurkacz en train de servir. Écoutez-moi bien, tenez-vous bien à votre lampadaire. Il y a tous les mots qui sortent là de ma bouche, c'est complètement random, hein, je vous le dis. Donc, on est à 33 aces, 4 doubles fautes sur l'ensemble de la partie. Il est à 87% de première sur le premier set, c'est lunaire. Et justement, hein, dans le 2e et le 4e, ça va légèrement baisser. Il est à 64 et 58, mais surtout, eh bien, c'est un indicateur du manque de rythme que Novak Djokovic a éprouvé, je trouve. C'est un joueur qui s'épanouit, vous le savez, Novak, dans les retours de service, dans les rallyes. C'est un joueur qui a besoin de s'étalonner et de dominer ses adversaires en les faisant travailler. Il n'a pas réussi vraiment à faire tourner le match de cette façon aujourd'hui. Enfin, hier. Aujourd'hui et hier. Novak solide, Novak sérieux, on va pas lui retirer son crédit, on sait comment il fonctionne Novak, c'est un animal à sang-froid, c'est un joueur qui va toujours s'accrocher, qui va toujours essayer d'exploiter les failles adverses, mais on doit adresser quand même le problème avec Hubert Hurkacz. Merci à Manon qui m'a fait ce screenshot, je t'embrasse. Alors, mental de chips. C'est un paquet de brettes, Hubert Hurkacz. Il faut le dire à un moment donné. C'est quoi ce gars? Il y a 6-3, Novak Djokovic, il lui donne comme ça le tie-break sur un plateau. Il lui dit prends-le Ubi, prends-le Winnie l'ourson. Qu'est-ce qu'il fait Hubert Hurkacz alors qu'il sert que des dingueries depuis le début du set? Ici, paf, il met un service là. Il pousse son service. Alors forcément Novak, bah, il fait un retour bloqué. Et qu'est-ce que fait Hubert Hurkacz avec son coup droit? Bah un baduf. Mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'en plus, le gars, bah, il a un plan de jeu qui est quasiment parfait. Il se jette à la volée, il a un pourcentage hallucinant à la volée, il est à 43 sur 59 sur l'ensemble du match. C'est un truc de taré. Alors, en plus, il a une belle volée, hein, Ubi, il faut pas moquer ce joueur, nonobstant. C'est un gars qui a vraiment une belle main, donc il a, sur le plan de jeu, c'était parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Un gros service de boucher pour asphyxier Novak, l'empêcher de trouver du rythme. Tu montes au filet, tu raccourcis les échanges, tout était bien, tout était bien. Alors il va gratter son set, hein, dans le 3e, c'est mérité, il aurait dû prendre aussi le premier, je pense que Novak, bah, il a échappé belle, hein. Ça aurait pu être... ça aurait pu queener, ça aurait pu partir sur un 5e si Ubi avait été clutch. Ubi et clutch dans la même phrase, on rigole, et puis le coup droit. Mais qu'est-ce que c'est que ces coups droits sous pression? Alors c'est facile forcément de dire ça depuis son canapé, depuis sa chaise, depuis son fauteuil, depuis son arbre, mais à un moment donné, le gars, quoi... Ton coup droit, dès que t'es un peu tendu, tu le pousses, t'es raide sur les jambes comme Nelson Piquet, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette génération?
Amateurs de sorcellerie, vous êtes au bon endroit. Et oui, Eubanks, c'est quoi ce délire? C'est quoi ces revers longs de ligne frappés à toute berzingue? Non mais c'était quoi ce match? Mais c'est quoi ce joueur? Mais d'où il sort? Donc un Eubanks hein, dans l'euphorie pure, ce qui est incroyable parce que quand tu regardes les stats, elles sont quasiment toutes à l'avantage de Stéphanos qui, bah, je trouve, a pas forcément bien négocié certains moments importants de la rencontre. On va pas tout détailler, on se focalise vraiment sur la fin du match. On est dans le 5ème, Eubanks qui sert pour le match. Il y a une balle de débreak, donc là potentiellement, bah, tu peux faire une ubi quoi. Tu peux faire une ubi, tu vas mouiller, tu vas être tout droit sur tes jambes et pousser un coup droit long. Non, c'est pas ce qui va se passer. Il va envoyer une merguez enflammée supplément moutarde dans le côté ouvert. L'image du match, c'est ça, c'est un joueur qui kiffe sa vie, qui adore être là, alors c'est un joueur qui prend beaucoup de risques aussi, bien sûr. Il avait fini sur un ratio de plus 40 hein, sur les coups gagnants, fautes directes sur son match précédent. Là, il y avait plus de déchets, 53 coups gagnants, 56 fautes directes. On est sur un total de 72 montées, donc il a vraiment pris d'assaut le filet. Et bah, on est au-delà, je trouve, du tennis champagne. Hein. On est sur un tennis vodka Red Bull... supplément plateau de shooter. On se termine mes bébous avec la reco du jour et donc demain nous avons une victoire de Roman Safiullin en 3-7 sec face à Yannick Sinner et Andrei Rublev qui va battre Novak Djokovic également. Une dinguerie je le sais mais c'est ce qui va se passer, je l'ai vu dans les astres. À demain pour débriefer donc ces deux surprises extraordinaires. On se retrouve demain. Des bisous, mangez des fraises, je vous aime.